Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a épousé un mendiant sans savoir qu'il était millionnaire et ce qu'elle découvre bouleverse tout le monde. Dans la petite ville de Briarwood, nichée entre les collines paisibles et les forêts parfumées du Vermont, la vie suivait un rythme lent et rassurant, comme un vieux disque qui ne sautait jamais. Les saisons y avaient un goût particulier, l'automne peignait les rues de rouge et d'or, l'hiver couvrait les toits d'un silence ouaté, le printemps faisait éclore les magnolias au coin des ruelles, et l'été apportait les odeurs de pain grillé, de lilas et de limonade fraîche. C'est dans ce décor que vivait Helena Harris, une jeune femme de 26 ans, discrète mais profondément enracinée dans l'âme de cette ville. Elle n'avait ni diplôme prestigieux, ni fortune à son nom. Pas de bagages universitaires, pas de photos de voyages exotiques sur ses murs. Mais ce qu'elle possédait, aucun diplôme ne pouvait l'enseigner, un cœur immense et une force tranquille. Depuis l'âge de 18 ans, Helena travaillait au dîner de Rosie, un petit café familial situé à l'angle de la rue principale. Avec ses néons usés, ses banquettes en cuir rouge et ses murs tapissés de photos sépia, le lieu semblait figé dans les années 60. On y servait un café noir comme la nuit, des pancakes à toute heure, et des histoires en cascade, racontées entre deux commandes. Pour les habitués, ce café était plus qu'un lieu, c'était un refuge. Et pour beaucoup, Helena en était le cœur battant. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, lorsque les rues étaient encore vides et que les vitrines portaient la buée du sommeil. Elle nettoyait les tables en fredonnant doucement, préparait le percolateur avec soin, et déposait un petit vase de fleurs fraîches sur le comptoir, souvent des marguerites ou des œillets cueillis dans son jardin. Elle connaissait le prénom de chaque client régulier, se souvenait de qui prenait son café avec une goutte de lait d'avoine, ou qui avait perdu son mari l'année passée. Mais derrière ce sourire constant se cachait une vie faite de résilience. Helena n'avait jamais quitté le Vermont. Pas parce qu'elle n'en rêvait pas, mais parce que la vie, souvent, vous réclame là où l'on vous aime, ou là où l'on a besoin de vous. Sa mère, Judith, était morte d'un cancer du sein alors qu'Helena n'avait que 15 ans. Une femme douce et joyeuse, qui lui chantait des berceuses folk en caressant ses cheveux. La perte avait été brutale, silencieuse, comme si le vent avait emporté toute la couleur de leur maison. Son père, Walter Harris, ancien pompier décoré, avait tout donné à la communauté jusqu'au jour où un AVC l'avait laissé à moitié paralysé et sans parole, à l'âge de 54 ans. Depuis, il vivait dans un centre de soins à quelques kilomètres du centre-ville. Helena lui rendait visite chaque dimanche sans exception. Elle arrivait avec un petit bouquet de tournesol ou de pivoine, s'asseyait près de lui, et lui lisait à voix haute le journal local, comme si chaque article pouvait l'ancrer à nouveau au monde réel. Elle lui décrivait le temps qu'il faisait, les nouvelles du café, les ragots des habitants. Et même si son père ne parlait plus, parfois, au détour d'un mot ou d'un souvenir, ses yeux s'embuaient. Ce jour-là, elle lui caressait la main en silence, et il lui serrait les doigts, faiblement, mais assez pour qu'elle sache qu'il entendait. Helena était ce genre de femme que l'on ne remarque pas au premier regard. Elle ne portait pas de maquillage voyant, pas de tenue luxueuse. Ses cheveux bruns, toujours attachés en chignon lâche, portaient souvent une odeur de café et de vanille. Elle marchait d'un pas pressé mais doux, comme quelqu'un qui ne voulait pas déranger le sol. Pourtant, ceux qui prenaient le temps de l'observer vraiment se rendaient vite compte d'une chose, sa lumière ne brillait pas fort, mais elle ne s'éteignait jamais. Elle ne se plaignait jamais, même après de longues journées passées à courir entre les tables. Elle offrait sans compter, pas des objets, mais de l'attention. Elle apportait des parts de tarte maison aux clients tristes, écoutait les anciens raconter leurs souvenirs, et souriait aux enfants même lorsqu'ils renversaient leur chocolat chaud. Elle semblait posséder une forme rare de bonté, celle qui ne cherche ni reconnaissance, ni retour. Un jour d'automne, alors que l'air devenait plus sec et que les collines autour de Briarwood semblaient se consumer lentement sous les couleurs rouges, brunes et dorées de la saison, Helena sentit que quelque chose était différent. Le vent balayait les trottoirs comme un balai invisible, faisant danser les feuilles mortes en spirale autour des lampadaires rouillés. Une fine buée s'élevait du sol, et l'odeur des cheminées commençait à se mêler à celle du café du matin. Ce jour-là, à travers la grande baille vitrée du dîner de Rosie, elle le vit. Un homme. Assis, seul, sur le banc en bois vieilli juste en face du café. Il ne bougeait presque pas.
Il était là comme un morceau de paysage qu'on ne remarque qu'après avoir passé 1000 fois devant. Il portait une veste militaire usée, couverte de taches et de poussière, et un bonnet gris élimé tiré bas sur le front. Ses cheveux bruns étaient en désordre, mêlés de mèches ternies, et une barbe en broussailles cachait une partie de son visage. Mais ce n'est pas ce qui attira le regard d'Helena. C'était sa posture. Immobile. Fermée, mais pas agressive. Résignée, mais pas brisée. Comme s'il voulait disparaître, sans disparaître complètement. Il ne tendait pas la main. Il n'avait aucun panneau, aucune boîte à pièces. Il ne harcelait personne, ne murmurait rien aux passants. Il ne demandait rien. Et c'est peut-être ce silence qui le rendait plus visible aux yeux d'Helena. Les clients du café ne semblaient pas le remarquer. Ou faisaient mine de ne pas le voir. Un homme d'affaires pressé détourna le regard en passant. Une mère attrapa la main de son enfant comme pour lui éviter un contact impur. Et Helena, elle, essuya une tasse quand elle croisa ses yeux à travers la vitre. Des yeux gris. Froids, mais vivants. Loin, mais pas éteints. Elle se figea un instant. Ce regard, elle l'avait déjà vu. Dans les yeux de son père, juste après son AVC. Cette même douleur muette. Ce besoin de rester digne dans l'effondrement. Sans réfléchir, elle retourna en cuisine. Elle versa une soupe de légumes bien chaude dans une boîte, y ajouta un morceau de pain encore tiède, et prit une petite cuillère de métal qu'elle glissa dans un sachet en papier. Avant de sortir, elle ajouta une serviette en tissu roulé, comme elle le faisait pour les clients fidèles. Rien d'extraordinaire, mais tout était fait avec soin. Elle franchit la porte du café, bravant l'air frais, les joues un peu rougies. Le vent faisait voler les pans de sa veste. Elle s'approcha doucement du banc, veillant à ne pas effrayer l'homme. Il ne la regarda pas au début. Il fixait le trottoir comme s'il y lisait un secret. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. « Je voulais préparer quelque chose de chaud. » Sa voix était douce, presque timide. Elle tendit la boîte devant elle, sans insister. L'homme leva lentement les yeux. Son regard se posa sur elle, hésitant, surpris. Comme s'il n'avait pas entendu ces mots depuis des années. Il fixa la boîte, puis les yeux d'Helena. Et ce qu'elle vit, dans ce très court instant, c'était un mélange de fierté blessée et de gratitude honteuse. Il prit la boîte avec précaution, comme si elle pouvait se briser entre ses mains rugueuses. Elle lui sourit, un vrai sourire. Pas de pitié. Juste de la chaleur. Je m'appelle Helena. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, je suis juste là, au café. Elle pointa du menton l'enseigne du dîner de Rosie, derrière elle. L'homme resta silencieux un moment. Puis il baissa légèrement la tête. Merci, dit-il enfin, d'une voix rauque, presque étranglée. Moi c'est Ethan. Ethan Brox. Elle hocha la tête doucement, le cœur étrangement serré. C'est un joli prénom. Et sans en dire plus, elle repartit vers le café, laissant derrière elle l'odeur de la soupe, la douceur d'un geste oublié, et une fissure infime dans l'armure d'un homme que tout le monde croyait éteint. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le destin venait d'ouvrir une porte. Les jours passèrent. Puis des semaines. Et chaque matin, comme une ritournelle discrète, Ethan était là. Assis sur le même banc, toujours en face du dîner de Rosie, comme une présence silencieuse que le vent ne parvenait pas à emporter. Il ne venait pas à l'heure fixe, mais il revenait. Ce simple retour quotidien, cette fidélité muette, avait déjà quelque chose de profond. Il n'attendait rien, mais il était là. Helena, elle, avait intégré cette présence à son quotidien. Chaque matin, avant l'ouverture du café, elle préparait une soupe ou un petit plat chaud, et le déposait dans une boîte avec des couverts propres, une serviette en tissu, et parfois même un petit mot griffonné à la va-vite. Aujourd'hui, le ciel est bleu, et j'espère que votre cœur l'est un peu aussi. Ou bien, il y a des jours gris, mais le café est fort. Tenez bon. Ethan ne parlait pas beaucoup. Il hochait la tête en guise de remerciement, parfois murmurait un mot, parfois rien. Mais ce silence ne dérangeait pas Helena. Elle avait ce don rare de ne pas combler les silences par nervosité. Elle les respectait. Elle les habitait avec calme, comme s'ils avaient eux aussi quelque chose à dire.
Ils parlaient parfois du temps, comme deux personnes âgées au parc. Je crois que l'automne sera long cette année. Oui, mais les érables seront magnifiques. D'autres fois, elle lui racontait des bribes de sa vie, non pas pour meubler, mais parce qu'elle savait qu'il écoutait, même sans répondre. Elle lui parlait de son père, de ses souvenirs d'enfance, de ce rêve naïf qu'elle portait depuis toujours, avoir un petit jardin derrière une maison blanche, y planter de la menthe, des tomates cerises, et adopter un chien, un de ceux qui aboie trop fort mais aime trop fort aussi. Ethan ne répondait presque jamais à ses confidences, mais de temps en temps, elle surprenait un sourire furtif sur son visage. Un sourire rare, hésitant, mais profond. Un sourire qui ne cherchait pas à séduire, mais qui remerciait en silence. Les employés du café, eux, n'étaient pas aussi tendres. Ils chuchotaient dans l'arrière-boutique. Tu gaspilles ta gentillesse sur un type qui dort dehors. Un jour il va devenir collant, ou pire. On ne sait rien de lui. Mais Elena ne répondait pas. Elle savait que leur peur venait de l'ignorance, et leur jugement, de leur inconfort. Elle ne cherchait pas à sauver Ethan. Elle ne se racontait pas de fables de princesse et de rédemption. Elle partageait ce qu'elle avait, du respect, de la chaleur humaine, un regard qui ne juge pas, et des mots qui ne creusent pas les blessures. Un après-midi gris, alors qu'elle sortait comme d'habitude avec sa soupe et son pain encore chaud, quelque chose avait changé. Ethan ne la remercia pas tout de suite. Il la regarda longuement, intensément. Ses yeux étaient un peu plus brillants que d'habitude, comme s'ils hésitaient entre la retenue et le soulagement. Il prit la boîte doucement, la posa à côté de lui, et murmura d'une voix grave, cassée mais limpide. Tu sais, tu es la première personne, en 2 ans, à me regarder comme un homme. Et pas comme un déchet. Le temps sembla suspendu autour d'eux. Le vent se fit plus discret, comme s'il ne voulait pas interrompre la scène. Elena ne répondit pas. Elle ne dit pas « je suis désolée » ni « ce n'est pas vrai ». Elle ne combla pas le silence de banalité ni de compassion mal placée. Elle s'assit simplement à côté de lui. Pas trop près. Pas trop loin. Juste assez pour qu'il sente sa présence, sans que cela pèse. Elle sortit une cuillère de sa poche, la posa sur la boîte, et regarda droit devant elle, vers les feuilles qui dansaient sur le trottoir. Pendant de longues minutes, aucun mot ne fut prononcé. Et pourtant, il se passa quelque chose. Comme si, dans ce simple geste de s'asseoir sans poser de questions, Elena avait réparé un bout de quelque chose en Ethan, quelque chose de brisé depuis longtemps. Il ne bougea pas non plus. Il resta là, les mains posées sur ses genoux, le regard figé dans la rue, mais le cœur soudain moins lourd. Et ce jour-là, sans qu'ils le sachent encore, le silence fut leur premier vrai langage. Les mois passèrent. Le froid s'était abattu sur Briarwood comme un couvercle. Les trottoirs avaient craqué sous la glace, le café avait senti le clou de girofle et la cannelle, et les vitrines des magasins avaient tremblé sous les bourrasques. Ce fut un hiver rude, le genre qui vous teste l'âme autant que les os. Et pourtant, au milieu de cette saison impitoyable, Ethan Brooks semblait changer. Il portait toujours les mêmes vêtements modestes, une vieille parka kaki, des bottes usées, un bonnet noir, mais son allure avait évolué. Il se tenait plus droit. Son regard était plus clair. Il avait commencé à se raser, irrégulièrement d'abord, puis avec une certaine discipline. Il se lavait dans les toilettes du café ou au centre de jour voisin. Et certains matins, il avait même l'air d'avoir utilisé un peu de parfum. Mais surtout, il s'était rendu utile. Lorsque l'un des néons du comptoir clignotait, c'est lui qui avait trouvé le faux contact. Quand le congélateur du fond faisait un bruit étrange, c'est lui qui avait mis les mains dedans. Il réparait les tabourets bancals, remplaçait les ampoules, portait les sacs de farine et les caisses de lait jusqu'au sous-sol. Il refusait d'être payé. J'ai une dette envers ce lieu. Et envers elle, murmurait-il à Rosie, la propriétaire du café, qui l'observait d'un œil méfiant mais curieusement attendri. Le quartier, d'abord suspicieux, avait changé de ton. On ne parlait plus de « ce gars louche sur le banc », mais de « l'homme qui aide au dîner de Rosie ». Les habitués le saluaient d'un signe de tête. Certains commerçants lui offraient un café. Et les enfants du quartier, curieux, venaient parfois s'asseoir à côté de lui pour écouter ses histoires, car oui, Ethan parlait un peu plus, maintenant. Pas beaucoup.
Mais assez pour qu'on devine derrière son silence un monde vaste, dense et ancien. Et Elena, elle aussi changeait. Son visage semblait plus lumineux. Ses gestes, plus aériens. Elle riait davantage, parfois sans raison apparente. Ses collègues l'avaient remarqué. Elle a ce regard, tu sais, celui des gens qui vivent quelque chose de vrai. Ils n'avaient jamais vu Elena amener un homme chez elle. Elle ne parlait pas de romance, de projet de couple. Elle n'affichait rien. Mais son cœur était plein. Ethan, de son côté, ne s'était jamais déclaré à haute voix. Il ne disait pas « je t'aime ». Il le montrait. Il attendait sous la pluie pour l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Il lui fabriqua une étagère à livres avec des planches de récupération. Il remplaça même la serrure cassée de son appartement un jour où elle n'avait pas osé demander de l'aide. Et puis arriva ce soir de juin. Un soir doux et parfumé, après une longue journée chaude où les étoiles semblaient plus proches que d'habitude. Le soleil, en déclin, laissait sur la ville une lumière dorée, presque irréelle. Ils s'étaient retrouvés, comme souvent, devant le vieux banc où tout avait commencé. Elena avait apporté 2 thés glacés dans des bouteilles en verre. Ethan regardait les feuilles des arbres frissonner sous la brise. Il semblait nerveux. Et puis, sans dire un mot, il s'agenouilla lentement, les genoux dans les gravillons, juste là, devant le banc usé par les saisons. Pas de bague. Pas de discours préparé. Juste une vérité nue. Je ne t'ai rien à offrir, Elena. Sa voix tremblait un peu. Pas de maison. Pas d'avenir assuré. Pas de nom à faire briller. Mais si tu veux, je peux t'aimer chaque jour comme on aime l'air qu'on respire. Sans condition. Sans interruption. Est-ce que ça te suffit? Elena resta figée. Ce moment ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. Il n'y avait pas de musique, pas de photographe, pas de rose. Mais il y avait tout. Ses yeux s'emplirent de larmes, des larmes silencieuses et douces, qui coulaient sans douleur. Elle posa une main sur la joue d'Ethan, encore un peu râpeuse malgré ses efforts, et dit simplement. C'est plus que tout ce que j'ai jamais rêvé. Il ne se releva pas tout de suite. Elle s'agenouilla à son tour. Et ils restèrent là, front contre front, les yeux fermés, comme 2 enfants qui avaient enfin trouvé leur cabane secrète dans le monde des grands. Ils fixèrent une date. Modeste. Authentique. Le 17 août. Un samedi. Ils ne voulaient ni faste, ni robe hors de prix. Juste un repas simple, des fleurs des champs, un vieux tourne-disque, et la présence de ceux qui comptaient vraiment. Et très vite, tout le quartier fut invité. Non par des faire-part, mais par des mots chuchotés, des sourires échangés, des gestes complices. Chacun avait envie de voir ça. Pas un mariage de rêve. Un rêve de mariage. Le matin du mariage. Le soleil s'était levé sur Briarwood avec une douceur particulière ce jour-là, comme s'il savait qu'un moment rare allait se produire. La lumière filtrant à travers les feuillages peignait la ville de teintes dorées et tendres. Les oiseaux semblaient chanter un peu plus fort, un peu plus clair. L'air était tiède, chargé du parfum des lilas et du vieux bois des maisons en été. À la petite église de Saint-Marie, blottie entre 2 érables centenaires, les cloches avaient sonné plus tôt que d'habitude. Les bancs de bois ciré grinçaient légèrement sous le poids des invités, qui s'installaient peu à peu, curieux, émus, intrigués. Les voisins étaient là, bien sûr. Les anciens clients du dîner de Rosie, les commerçants de la rue principale, des employés municipaux, des retraités, des mères venues avec leurs enfants sur les genoux. Même Rosie, la patronne du café, avait fermé pour la journée, une chose qui n'était pas arrivée depuis 17 ans. Et tous venaient voir la fille du café épouser, un mendiant. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Le murmure flottait comme un voile dans l'église. Elle aurait pu avoir mieux, cette fille-là. Elle a toujours eu un cœur trop grand. Je ne comprends pas, elle est si douce, si travailleuse. Mais personne ne disait ça avec méchanceté. Plutôt avec une forme d'incompréhension mêlée de respect, voire de pudeur. Car malgré tout, tous avaient vu quelque chose changer en Ethan. Même sans comprendre. Même sans savoir. Puis les portes s'ouvrirent. Ethan entra. 10 minutes de retard. Et un silence pesant s'abattit.
ce n'était pas le même homme. Il portait un costume 3 pièces couleur anthracite, taillé à la perfection. Une chemise immaculée, des boutons de manchette sobres mais élégants, des souliers noirs impeccablement cirés. Sa barbe soigneusement taillée redessinait les lignes de son visage. Ses cheveux, coiffés en arrière, révélaient un front calme, des yeux perçants. Mais ce qui frappait le plus, c'était sa posture. Il ne marchait plus comme un homme brisé par le froid et la solitude. Il avançait d'un pas sûr, digne, comme un homme réconcilié avec lui-même. Des murmures émergèrent. C'est lui? Mon Dieu, il est méconnaissable. C'est pas un clochard, ce type-là. Regarde-le. Mais Ethan ne regardait personne, sinon Helena, au bout de l'allée. Et elle, vêtue d'une robe ivoire sans prétention, simple mais éclatante dans sa sincérité, le fixait avec une émotion étrange. Un frisson, une intuition, un pressentiment peut-être. Elle ne comprenait pas encore, mais elle sentait que quelque chose approchait. Ils se rejoignirent sous la nef, main tremblante mais cœur solide. Le prêtre murmura les premières phrases de la cérémonie, mais au moment des vœux, Ethan leva doucement la main. Et il se tourna vers l'assemblée. Il inspira longuement. Puis, d'une voix ferme, posée, et sans une once de théâtralité, il dit. Avant que je te donne mes vœux, Helena, je dois te dire la vérité. Et à vous tous aussi. Un frisson parcourut les bancs. Helena le regarda, les sourcils froncés, inquiète, mais elle ne bougea pas. Je ne suis pas celui que vous croyez. Il y a 2 ans, j'ai vendu ma société pour plusieurs dizaines de millions de dollars. J'étais PDG d'un groupe d'investissement technologique basé à Boston. On m'appelait le visionnaire discret dans les journaux. Un murmure plus fort se propagea. Une femme lâcha involontairement un « Quoi ?» Le maire, assis au fond, se redressa brusquement. Rosie ouvrit la bouche sans la refermer. Mais Ethan continuait, calme. J'avais tout. L'argent, la reconnaissance, la puissance. Mais je n'étais plus heureux. J'étais cerné de gens qui me regardaient pour ce que j'avais, et non pour ce que j'étais. Alors j'ai tout quitté. J'ai vidé mes comptes, disparu, changé de nom. Je voulais redevenir invisible. Voir si, un jour, quelqu'un me verrait quand même. Son regard se posa sur Helena. Et tout son visage se radoucit. Et c'est là que je t'ai trouvé. Helena. Toi qui m'as offert de la soupe, un sourire, et ta voix, sans jamais poser de questions. Tu m'as regardé quand je ne brillais plus. Quand j'étais seul, froid, silencieux. Et dans cette invisibilité, j'ai trouvé l'amour. Le vrai. Le seul. Il sortit un dossier brun de la poche intérieure de sa veste. Un document officiel. Il le tendit à Helena. Voici un acte de donation. 50% de ma fortune. Pas parce que tu me l'as demandé. Pas pour te récompenser. Mais parce que tu l'as mérité. Par ta bonté. Par ta dignité. Par ton regard, qui n'a jamais tremblé devant le vide que j'étais devenu. Helena, figée, tenait le dossier sans le regarder. Ses mains tremblaient. Ses yeux débordaient. Pas à cause de l'argent. Pas à cause du scandale. Mais parce qu'au fond d'elle, elle avait toujours su. Pas ce secret-là, mais qu'il y avait quelque chose en Ethan. Quelque chose de rare. De précieux. De brisé mais vrai. Elle ne dit rien. Elle posa une main sur sa joue, et l'embrassa tendrement, comme si ce geste valait plus que tous les mots du monde. Et dans l'église, toute l'assemblée se leva. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres, la tête basse, honteux d'avoir jugé. Tous, sans exception, furent bouleversés par ce qu'ils venaient de voir. Pas un conte de fées. Mais un miracle ordinaire, né d'un regard offert sans attente. Aujourd'hui. Des années plus tard. Le temps a passé sur Briarwood, mais certaines choses n'ont pas changé. Les érables sont toujours là, fiers et rugueux. Le clocher de Saint-Marie tinte encore chaque matin à 8 heures. Le dîner de Rosie a changé de main, mais la lumière jaune de ses vitres brille encore les soirs d'hiver. Et au coin de la rue principale, devant la baie vitrée embuée du café, le banc est toujours là. Mais quelque chose y a changé. Cloué solidement dans le bois,
Légèrement polie par les saisons, une plaque de laiton brille sous le soleil, discrète et solennelle. C'est ici que l'amour a vu au-delà des apparences. Chaque passant s'arrête un instant. Certains sourient. D'autres s'interrogent. Quelques-uns la touchent du bout des doigts, comme on touche un souvenir qui ne nous appartient pas mais qui nous inspire. Dans une maison modeste, au bord du bois, vivent Elena et Ethan. Pas une villa luxueuse. Pas une résidence fermée. Une maison blanche à porche, avec un jardin rempli de menthes, de tomates cerises, de fleurs sauvages, et d'un vieux chien paresseux qui répond au nom de Murphy. Ils auraient pu vivre dans un manoir, sur une île privée, ou dans un penthouse à Manhattan. Mais ils ont choisi autre chose. La simplicité. La mémoire. La vérité. Car leur richesse, ils l'ont transformée en quelque chose de vivant. Une fondation. Créée en silence. Gérée avec cœur. Elle porte le nom le plus simple du monde, Fondation du Banc. Chaque année, elle héberge, soigne, accompagne des dizaines de personnes sans domicile. Elle finance des logements temporaires, des ateliers de réinsertion, des groupes de parole, des soins médicaux. Pas dans une optique de charité, mais de dignité retrouvée. Elle est animée par d'anciens bénéficiaires devenus éducateurs, par des bénévoles issus du quartier. Et surtout, par une idée, personne ne mérite d'être invisible. Ethan ne donne jamais d'interview. Il refuse les caméras. Il préfère réparer les gouttières du centre d'accueil ou préparer du café pour les résidents. Il dit souvent: le seul vrai luxe dans cette vie, c'est d'être regardé sans masque. Et Elena, elle, continue d'aimer comme elle a toujours su le faire, en geste. En détail. En présence. Chaque hiver, quand la neige recouvre doucement les rues de Briarwood et que les vitrines du café s'illuminent pour Noël, elle revient s'asseoir sur le banc. Elle garde ses mitaines tricotées main, un thermos rempli de soupe chaude, et une couverture roulée à ses pieds. Et parfois, un inconnu s'arrête. Un homme fatigué. Une femme en errance. Un adolescent fuyant le froid du foyer. Elle tend la soupe, toujours avec ce même regard franc. Et elle dit doucement, sans jamais insister: vous comptez. Même si personne ne vous le montre encore. Certains repartent sans répondre. D'autres s'assoient. Quelques-uns reviennent. Et pour chacun, ce simple geste, ce banc, ce regard, devient un possible début. Parce que l'histoire d'Elena et Ethan n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était une leçon silencieuse. Que l'on peut naître dans l'ombre, tomber dans la rue, disparaître aux yeux du monde. Mais qu'il suffit parfois d'un regard sincère pour que tout recommence.